Alors, il faut qu'on vous raconte une histoire intégrale dans ce contexte-là de fuite des esclavages en Floride. Puis c'est l'histoire d'un fort qui s'appelle Negro Fort. Puis on va l'appeler comme ça. Aux États, ils l'appellent comme ça. Même si l'histoire de Negro Fort, comme ils l'appellent, n'est pas si connue depuis si longtemps. Ça a été une histoire un peu cachée, comme vous allez voir. C'est un fort qui appartenait aux Britanniques jusqu'à 1815. Ils ont perdu la guerre de 1812 à 14. Alors, l'année après, ce fort-là a été abandonné par les Britanniques et laissé entièrement armé et dans les mains des Noirs et des Séminoles noirs. Des Séminoles noirs. On revient sur ce peuple-là dans quelques minutes. Alors, pourquoi les Britanniques ont fait ça? Probablement parce que peut-être il y avait une certaine conscience sociale, parce qu'il faut oublier, les British ont commencé les mouvements anti-esclavage. Esclavage, assez de bonheur. En 1807, ça a été, c'était déjà défendu en Bretagne puis dans les colonies de faire l'échange des esclaves. Alors peut-être il y avait une partie de ça, peut-être il y a une partie qui avait juste un crotte sur le cœur contre les Américains, puis ils voulaient que ces Noirs-là soient armés. On ne sait pas, mais le Negro Fort, qui est pas loin de Sumatra en Floride, par exemple, le Panhandle, c'est devenu un centre de résistance aux Américains et un refuge pour les esclaves. Alors ça a mis en maudit, ça a fâché les Américains, OK, comme on peut imaginer. Alors, j'ai une citation d'un journal dans le Savannah Journal. OK, c'est un journal de la Savane en Géorgie en 1815, la même époque. Et ça dit que au cours de l'hiver dernier, plusieurs esclaves de ce quartier ont fui vers ce fort. D'autres sont récemment partis du Tennessee ou du territoire du Mississippi. Combien de temps ce mal, nécessitant un recours immédiat, sera-t-il autorisé et à exister? Alors, les Américains, les propriétaires d'esclaves étaient en maudit et ils ont demandé le gouvernement d'agir. Puis, ils ont agi. OK? L'année après, 1816, le fort a été attaqué par l'armée américaine. Ça a été capturé et, et détruit par après. Et en tuant 330 défenseurs noirs dans la forteresse. Alors, ça a été un bain de sang, clairement. La bataille est la plus grande en dehors de la guerre civile, 50 ans après, dans laquelle les esclaves fugitifs se sont battus pour leur liberté. Alors, c'était important. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fort a été détruit. Détruit pour éliminer la possibilité que les esclaves se cachent, mais on dirait éliminer pour détruire la mémoire collective. Ils ne voulaient pas que le mot circule parmi les esclaves aux États-Unis, qu'il y avait une place où ils pouvaient, en principe, se cacher. Alors, ils l'ont détruit. General Sherman, en 1816, l'a détruit. Alors, ça termine une longue histoire de Noirs, mais les Noirs en Floride, mais les Noirs en Floride et les Séminoles noirs qu'on avait mentionné, il y avait déjà avant, ça c'est la fin de leur histoire, mais il y avait déjà une histoire assez longue et assez intéressante en Floride. C'était un peuple, comme j'avais dit au début, qui était libre dans la reine, dans l'époque espagnole. Et ils sont battus pour leur liberté.
Il y a un autre fort qui marque l'histoire de la communauté noire en Floride. Et c'est un fort qui s'appelle le fort Mosey, okay, qui est un fort juste à l'extérieur de Saint-Augustine, qui est une ville merveilleuse, par exemple. Je vous le recommande fortement. C'est loin de notre autoroute vers le sud de la Floride, mais ça vaut la peine. Et juste à l'extérieur de Saint-Augustine, qui est la plus vieille ville en Amérique du Nord, on a les vestiges de ce forteresse, Fort Mose. Alors, c'est quoi l'histoire de ce fort et c'est quoi l'histoire des Noirs de la Floride? C'est une longue histoire, comme je disais. Ça commence avec, dans l'époque de l'Espagne, en 1693, l'Espagne a proclamé que les fugueurs des États-Unis ou dans le temps de la Bretagne trouverait la liberté en Floride. Il se voyait comme un endroit de paix pour les esclaves. Et pour protéger leur territoire, en 1738, les Espagnols ont construit ce fort Mosey. Okay? Et la population du fort était majoritairement des esclaves libres. Alors, ils ont créé comme un refuge pour la population noire. En 1763, ce fort est tombé dans les mains des Britanniques. Et il y a 2200 Noirs qui ont été libérés, ou des Noirs qui étaient déjà libres. Ils ont émigré, ils sont partis à Cuba, à La Havane. Alors, la fin de cette histoire-là, dans le sens, est que 50 ans plus tard, en 1813, c'est dans l'histoire qu'il y avait un groupe d'environ 90, okay, les descendants de ces Noirs libres qui ont quitté la Havane pour soutenir les Noirs. Les Noirs, probablement leur parenté avec les petits-enfants ou leurs enfants à Negro Fort. Alors, il y avait beaucoup de cohésion dans la communauté noire. Ils se sont battus fort pour leur liberté. Alors, l'histoire continue. On avait mentionné les Séminoles noirs. C'est qui les Séminoles noirs? C'est une communauté de Noirs, de métis, de mélange de Noirs et d'Indiens Séminoles en Floride. Alors, c'est une communauté qui était à part et parce qu'ils vivaient avec les esclaves, mais aussi les Indiens. Mais dans la société indienne, on a visité le sud de la Floride, puis c'est raconté avec beaucoup de fierté. C'était une communauté à part, même dans la communauté indienne. On dit indienne dans mon cours parce que les Américains les appellent les Indiens, même si, alors c'est l'équivalent amérindien, là, mais pour eux autres, c'est des Indiens. Alors, c'est des Indiens séminoles. Alors, en 1810, on sait que la partie ouest de la Floride est tombée aux Américains. Et qu'est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui est arrivé? L'armée a commencé. L'armée et aussi les amis de l'armée. On peut imaginer les militaires et semi-militaires des États-Unis qui les ont accompagnés sont allés capturer ou poigner les Noirs un peu partout parce que les Noirs, c'est des esclaves. Okay, c'est clair. Alors, ils ont commencé déjà à faire ça. Alors ça a créé évidemment beaucoup de tensions, okay, et de résistance du côté de cette communauté d'Indiens Séminoles noirs. Et il y a eu en 1817 et 18 la première guerre séminole.
Okay? Des Séminoles et des Séminoles noirs, et les Noirs sont mis ensemble pour se battre contre ces soldats. Et on connaît l'histoire après, c'est qu'en 21, juste en 1821, c'est l'Est de la Floride qui est tombé aux mains des Américains. Et la chasse aux esclaves s'est poursuivie. Avec vengeance. Et ça a mené à une deuxième guerre séminole, pire que la première. Ça a été la guerre la plus longue et coûteuse jamais menée contre les Indiens. Imaginez avec toute l'histoire va vous raconter dans le cours d'histoire dans l'Ouest contre les Indiens. La deuxième guerre séminole était la plus longue et coûteuse. Ils sont battus comme des déchaînés. Et ils sont fiers de ça. Et ils vont tout vous raconter, si vous allez les visiter dans le milieu de Floride, dans le sud, là, ils vont tout vous raconter cette histoire-là. La fin de l'histoire est triste. Mais pas plus triste que pour les autres Indiens. Ils ont été tous amenés, transférés en Oklahoma. Okay? Ça a été ce que les Indiens ont appelé the long trek. Alors, tous les Indiens à l'est du Mississippi ont été forcés de marcher jusqu'à Oklahoma. La plupart sont morts en route. Et ça a été la fin triste. Certainement des Indiens de l'Est du Mississippi, puis surtout des Indiens de la Floride. Alors, ça marque la fin de notre histoire de ce coin. J'espère que vous avez aimé notre petit voyage en Floride. C'est le genre de voyage qu'on peut faire dans ce temps-ci. Et peut-être vous avez conclu que la Floride a une plus grande richesse historique que peut-être on pensait avant. C'est riche, ça vaut la peine d'aller chercher ces endroits puis rechercher l'histoire de ce coin-là, ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup et peut-être au plaisir de vous voir dans le cours des Américains. Au revoir.